Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Anna, professeure de yoga à Marseille, qui a ouvert son studio Gaïa il y a plus d'1 an. Je connais Anna par des amis en commun et j'ai surtout entendu dire que ses cours étaient absolument géniaux. Anna rayonne par son sourire et sa présence. J'étais donc très curieuse à l'idée de l'interroger sur sa vision du lien entre le corps et l'esprit par la pratique et la philosophie du yoga au quotidien. Avant de vous partager ma conversation avec Anna, il me semble important de rappeler que Bessel van der Kolk, je ne sais pas si je prononce bien son nom, psychiatre américain de renom et spécialiste du syndrome de stress post-traumatique, évoque comme voie de guérison du traumatisme la pratique du yoga. Il est important aussi vraiment de rappeler que le traumatisme n'est pas uniquement lié à des agressions, à des accidents, à des viols, à des violences physiques, aux guerres et aux catastrophes naturelles. Ça peut aussi être la perte d'un être cher, un dysfonctionnement au sein de sa famille, la perte d'un emploi, des violences verbales, une séparation, de la négligence dans nos relations proches. L'annonce d'un diagnostic peuvent aussi être vécues comme un traumatisme dans le corps. Le yoga permet entre autres de réguler son système nerveux et d'inviter un sentiment de sécurité en soi, de conscience de soi et une présence dans son corps. Je vous partage une citation qui m'inspire. Quand on commence à rééprouver un lien viscéral avec les besoins de son corps, on découvre une nouvelle capacité à s'aimer chaleureusement, on s'écoute avec une authenticité sans précédent, ce qui concentre notre attention vers la santé, la nourriture, l'énergie et la gestion du temps. C'est cette plus grande prévenance envers soi-même qui se fait non par devoir, mais spontanément et donne un plaisir intrinsèque, immédiat à prendre soin de soi. Je vous propose dès maintenant de faire la rencontre de Anna. Bonjour Anna. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Pour la petite histoire, j'ai décidé de me focus sur l'anxiété parce que c'est ce qui a drivé ma vie pendant des années. Je ne savais absolument pas ce que c'était une vie sans de profondes angoisses, sans l'impression d'être en dehors de mon corps d'ailleurs que je détestais. J'avais une très faible estime de moi-même. J'avais des symptômes toujours plus impressionnants les uns que les autres. Et il y a 10-15 ans, l'essor des médecines alternatives n'avait pas encore eu lieu comme aujourd'hui. Donc on me proposait des médicaments pour me soulager et une thérapie classico-classique et très cliché qui consistait à vider mon sac et ma psy noter ce que j'écrivais accompagné de nombreux silences. Donc ça m'émeut d'en parler aujourd'hui parce que je m'étais fait une promesse, justement, si un jour je trouvais une solution en moi ou autour de moi, eh bien j'aiderais moi aussi d'autres personnes. Il s'est écoulé depuis une décennie, depuis l'apparition de mes troubles anxieux, des années pendant lesquelles je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas vécu, mais tout simplement survécu. J'ai eu des comportements autodestructeurs et à risque dans un corps submergé par un stress chronique, et sans en avoir vraiment, et c'est important de le rappeler, je pense, véritablement conscience pendant cette période-là. Je me sentais engourdie, très triste, très lourde, en pensant que la vie était comme ça, et je camouflais ces sensations désagréables en fait dans mon corps en faisant la fête et avec beaucoup d'excès, que ce soit l'alcool ou la nourriture. Et à force de souffrir, je me suis dit que une autre vie était possible puisque j'observais bien d'autres personnes de mon entourage. Donc je voulais aller mieux et j'ai eu cette curiosité, je dirais, cette intelligence, ce bon sens de me dire, ça vient peut-être de quelque part, tous ces symptômes, tout ce désamour aussi que je peux avoir pour moi-même. Et ma vie, à ce moment-là, va vraiment devenir un chemin personnel de guérison, de transformation aussi et d'acceptation, avec son lot d'apprentissage, d'expériences, de rencontres pour apprendre à mieux me connaître et me créer petit à petit une philosophie de vie pour sortir de ce mode de survie. Un chemin qui continue d'ailleurs aujourd'hui, et c'est notamment à travers la pratique du yoga, il y a quelques années, que je me suis rendu compte de la puissance du lien entre le corps et l'esprit,
puisque certaines de mes émotions refoulées étaient finalement encore inscrites et imprégnées dans mon corps, ce qui était absolument impressionnant, fascinant à observer et à vivre. C'est pour ça donc que ça me tient à cœur de partager les bienfaits de cette discipline. Je sais que de nombreuses personnes vivent dans l'anxiété en s'y habituant aussi, comme en ayant besoin de tout contrôler, en s'enfermant complètement dans le travail, en se repliant sur soi-même, en ayant des addictions, et j'en passe un bon nombre. Voilà, j'ai assez parlé de moi pour cette intro. Anna, tu as une idée désormais de ce que je mets comme vécu et derrière le mot anxiété, et l'intention que je pose aussi pour ce podcast, qui est vraiment d'aider un maximum de personnes à prendre de la hauteur, à poser un regard différent vis-à-vis de leurs troubles anxieux. Pour moi, l'hypnose, c'est, comme je le répète souvent, c'est semer de nouvelles graines, et surtout parfois juste poser un regard différent, changer d'angle de vue vis-à-vis de ce qui nous arrive et de ce qu'on traverse. Est-ce que, Anna, tu peux me dire ce qu'évoque en toi ce mot anxiété ? Oui, bien sûr. C'est tout un vaste sujet. Déjà, je voulais préciser que je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as dit dans ton intro. Alors pour moi, l'anxiété, c'est un état émotionnel que je relierais à la peur. À la peur qui peut être parfois paralysante, angoissante, handicapante en tout cas. Il y a plein de formes d'anxiété. Et je trouve que c'est bon de rappeler la différence entre le stress. On dit aujourd'hui que le stress, c'est la maladie du siècle. Mais c'est différent, le stress et l'inquiétude passagère de l'anxiété. Par exemple, concrètement, je suis stressée parce que j'ai un examen, je suis stressée parce que je dois prendre un vol la semaine prochaine, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de concret qu'on peut relier au stress ou aux inquiétudes. Versus l'anxiété, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est très très dur, en tout cas moi, dans mon expérience et mon ressenti, de mettre vraiment des mots dessus. On va mal, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On a cette espèce de mal-être, de sensation de fermeture, d'isolement. Mais c'est très très dur de mettre des mots dessus. Et donc pour moi, c'est d'autant plus dur de parler de son anxiété par rapport à ses inquiétudes ou à son stress, parce qu'en fait, souvent, la personne elle-même, enfin moi en tout cas, ne savait pas ce qui se passait et ne savait pas pourquoi j'allais mal. Donc déjà, voilà, il y a cette différence entre anxiété et petits soucis du quotidien et stress. Donc il existe pour moi plusieurs troubles anxieux qui sont souvent liés à des états émotionnels. Moi, celui dont je vais pouvoir parler, parce que c'est celui que j'ai traversé, que j'ai vécu, c'est le stress post-traumatique. C'est un stress du coup qui va se produire après un accident, un traumatisme, mais qui va non pas se dévoiler à la personne au moment de l'accident, au moment du traumatisme, mais peut surgir des mois, des années plus tard, de façon complètement inopinée, alors qu'on s'attendait pas du tout à avoir ces souvenirs qui remontent à la surface. Donc moi, ce qui s'est passé il y a maintenant 8 ans, et tu vois, encore 8 ans après, ça m'émeut toujours autant d'en parler. Donc j'ai parfois la voix un petit peu enrouée quand je parle de cet accident, parce que pour moi, c'est un accident qui a changé ma vie, et donc bon, j'ai toujours à cœur d'en parler. Donc j'étais étudiante, j'avais 22 ans, j'habitais à Paris à l'époque, je me rendais à l'école, j'étais en école de commerce, et sur le chemin de l'école, je me fais renverser par un bus. Donc, bon, déjà, on se dit, un accident, je me fais renverser par un vélo, une voiture, bon, là, c'est un bus. C'est pas mal comme storytelling. Un énorme bus, ouais. Donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, souvent, il y a des gens qui disent, bon, ok, tu fais ça, c'est grave, mais c'est pas comme si tu te faisais renverser par un bus. Et souvent, moi, je suis là en mode, en fait, je me suis déjà fait renverser par un bus. Tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là ? Blackout. Enfin, oui, il y a eu, c'était pendant un carrefour, donc en fait, le chauffeur du bus et moi, on était tous les deux en tort, dans le sens où ça allait passer au vert pour moi dans une demi-seconde. Et donc, l'urgence parisienne, je me suis dit, bon, allez, pour 30, même pas une demi-seconde, j'y vais. Et le chauffeur de bus a dû se dire, merde, il reste encore une seconde où elle va pas traverser, je grille le feu. Et donc voilà, donc il y a eu contact et donc j'ai été projetée une dizaine de mètres plus loin. Donc je suis tombée dans les pommes, traumatisme crânien. Je me suis réveillée dans le camion des pompiers, même pas, sans aucune émotion. Vraiment sans pleurs, sans juste une espèce d'anesthésie générale du mental, des émotions, de tout ce que tu veux. Tu te sentais comme en dehors de ton corps ou t'étais... Ah, complètement. En fait, déjà, tu te réveilles d'un trauma crânien. Je savais même pas où j'étais. Je suis tombée dans les pommes. J'étais en train de traverser la route et je me retrouve dans un camion avec 3 personnes autour de moi.
Et là, je m'en rappellerai toujours de cette première vague d'angoisse qui est montée quand on a fait les premiers tests physiques et que quand le pompier m'a demandé de bouger mes jambes ne répondaient plus. Donc là, j'ai eu une première vague de « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis peut-être handicapée ». Au final, voilà, quelques heures plus tard, le médecin m'a confirmé que je pourrais remarcher. Et à partir de là, a commencé une guérison physique. Pour le coup, c'était uniquement une guérison physique, dans le sens où pendant 3 mois, j'ai été alitée à l'hôpital sans pouvoir bouger. On pouvait pas plâtrer mon bassin. Donc 3 mois où j'étais déconnectée. C'est-à-dire que les médecins me demandaient « Mais comment ça va ? T'es triste, t'es en colère ?» Rien du tout. Enfin, vraiment, j'étais juste là en mode, j'attends juste que le temps passe et je prends sur moi. Tu faisais quoi de tes journées ? Rien. Vraiment rien. J'ai appris à m'ennuyer et c'est vraiment un apprentissage parce qu'avec le trauma crânien, je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder de films, tout me donnait mal à la tête. Je regardais par la fenêtre. Et à partir de là, a commencé une espèce de... Je tournais en boucle dans ma tête. Je tournais en boucle à refaire ma vie, à réfléchir au sens de la vie. J'ai commencé à tout remettre en question. Mais je m'en rendais pas vraiment compte. Pour moi, c'était juste, j'essaie de faire passer le temps. Donc, j'avais une espèce de blocage complet de mes émotions. Moi, mon seul objectif à l'instant T, c'était soulager mon corps physique, guérir, remarcher et reprendre ma vie le plus vite possible, refaire la fête, revoir mes amis, reprendre mes études et ne plus jamais entendre parler de cette histoire. Et est-ce que, juste une question, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu dis que tu es alitée, tu regardes par la fenêtre de toute façon, tu sais que ce que tu peux faire, donc il y a des questionnements qui arrivent. Ouais. Et est-ce qu'il y a de la douleur physique quand tu dis... Écoute, il y a de la douleur physique. Après, dans un milieu hospitalier, tu as quand même beaucoup d'antidouleurs. Donc, c'est pas tant la douleur physique. J'ai en souvenir, en tout cas, j'ai pas de douleur physique particulière. Des maux de dos, plutôt un inconfort de pas pouvoir me lever, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour manger, pour me doucher. C'est plutôt une gêne, mais la douleur, pour le coup, avec les médicaments, on l'a plutôt bien gérée. D'accord. En tout cas, j'ai pas de souvenir de douleur physique. En tout cas après les antidouleurs. Et donc au final, voilà, j'étais jeune, mon corps récupère très très vite, mon bassin se consolide, on me met dans un fauteuil roulant, puis dans des béquilles, sur des béquilles, et on me dit vas-y, vis ta vie. Et donc là, moi, voilà, cette espèce d'instinct de vie qui revient. J'ai envie de revivre tout ce que les 6 derniers mois m'ont pas autorisé à faire. Donc, alors que les médecins me disaient, voilà, faut pas trop bouger, faut pas trop faire. Moi, je vais tout de suite voir mes amis, faire la fête, je bougeais tous les jours. Histoire de lutter contre cette frustration que j'ai eue. Mais encore une fois, dans un mood, faut que j'avance à 1000%, je rattrape le temps perdu. Et ce qui s'est passé, au final, c'est pas grave. Donc quand les gens me demandaient, mais t'es sûre que ça va ? Mais ouais, ça va, je remarche, tout va bien, la vie est belle et tout. Donc, la fin n'est pas aussi gaie. Donc, je fais mes valises en mode, allez, je déménage à Berlin. Donc, je déménage à Berlin, je me trouve une coloc, parce que je sentais quand même qu'à Paris, il y avait une espèce de mal-être. J'étais angoissée quand même. Tu vois, dès qu'il y avait un klaxon, dès qu'il y avait un bruit de frein, tout mon corps se figeait. Mais bon, le médecin à l'hôpital m'avait dit que c'était normal et que... Donc, je ne m'étais pas trop inquiétée pour ça. Donc, je déménage quand même de Paris, parce que Paris, c'était un peu anxiogène pour moi. Je pars à Berlin. Et donc là, Berlin, la fête, je rencontre des nouvelles personnes. C'est génial. Et presque 1 an plus tard, ça a commencé par l'alimentation. Tu en as parlé tout à l'heure, où je ne sais pas pourquoi, un matin, enfin si je sais pourquoi, c'est qu'à l'hôpital, j'avais pris beaucoup de poids, de par l'immobilité de mon corps. Mais ça ne me dérangeait pas, parce qu'encore une fois, je remarchais et tout allait bien. J'ai pris beaucoup de poids et un jour à Berlin, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée en me disant « faut que ça cesse, il faut que je perde du poids ». Bon, a priori, au début, pas non plus si inquiétant que ça, j'avais pris quand même une dizaine de kilos. Et sous couvert de la santé, parce que du coup, tout ce que je faisais, j'étais dans l'autoconviction et j'essayais de convaincre les autres que je le faisais pour ma santé. Donc, j'ai commencé à arrêter de manger du pain, arrêter de manger de la viande à ce moment-là. Je suis devenue végétarienne pour ces raisons. Donc, c'est vrai qu'au début, on pense souvent qu'on devient végétarien pour des très bonnes raisons. Moi, pour le coup, c'était pour quelque chose de néfaste. Mais donc, j'ai voulu commencer à couper les aliments. Et au final, je me retrouvais vraiment à manger une pomme et une carotte par jour. Mais au début, c'est pas inquiétant parce que, tu perds du poids, t'as bonne mine. Tu vois comment c'est, la société actuelle, on te complimente parce que tu perds du poids. Mais voilà, et la descente aux enfers a commencé par l'alimentation. Donc, j'ai commencé à perdre du poids. Donc, forcément, tu t'isoles socialement parce que je refusais les restaurants, je refusais les dîners entre amis. Et à m'isoler. Et donc, j'ai commencé ce mal-être
il a commencé à prendre de plus en plus d'espace. À l'époque, je travaillais dans une start-up, j'étais en stage et j'ai fait ma première crise d'angoisse à ce moment-là, en plein milieu dans l'open space où j'avais pas mangé, je pense honnêtement, depuis 2 jours, j'avais fait la fête et tout. Et là, tout mon corps a commencé à se raidir, mon corps a commencé à palpiter. C'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai eu un flash, plus rien n'allait, je pouvais plus respirer. Quand tu dis que tu as eu un flash, c'était un flash de quoi ? Je pense que tu sais aussi quand t'as pas mangé depuis longtemps, t'es un peu ailleurs. Tu sais, moi j'avais vraiment cette sensation que mon mental bougeait avec 1 seconde de différence avec mon corps. Bref, tous mes collègues mettent mes jambes en l'air et tout. Je rentre à la maison et ça a duré 3 jours. 3 jours de malaise totale où mon corps tremblait. Je savais pas trop ce qui se passait. Je mettais ça sous couvert de c'est parce que j'ai pas assez mangé, donc je vais remanger et je vais prendre des forces. Encore une fois, dans le déni total de vraiment ce qui se passait en profondeur. Et donc voilà, après à partir de là, crescendo, je suis rentrée à Paris parce que je voyais bien que Berlin, il y avait quand même un truc qui clochait. Donc tu vois, même malgré le fait que tu sois dans le déni, t'as quand même toujours cette intuition, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te veut du bien malgré tout et qui te dit attention là, franchement, il se passe un truc pas normal. Et donc j'ai suivi quand même cette voix, je suis rentrée à Paris. Au final, ça n'allait pas du tout mieux. La descente aux enfers a continué, je voyais plus personne. Et ouais, donc isolement, comme tu disais, je me détestais, mais je savais pas vraiment pourquoi. Rien n'allait, j'avais la peau toute pâle. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire plus de yoga. Je faisais plus rien dans ma vie, honnêtement. Je voyais plus mes amis, plus ma famille, j'allais plus au resto. Le seul truc où je sortais de chez moi, c'était pour faire du yoga. Et le yoga, c'était une pratique que tu avais connue comment, en fait ? Que j'ai connue à Berlin. Ok, donc que j'ai connu à Berlin. Et encore une fois, c'est le seul truc qui, dans tout ce mal-être, me faisait du bien. Donc, c'est le seul truc. Je faisais pas de sport parce que j'avais pas la force. Je faisais du yoga. Et donc, à Paris, j'ai continué. C'est le seul truc qui me donnait une lueur d'espoir. Vraiment, la lumière quand il fait noir, c'était le yoga. Et tu sais pourquoi ? À ce moment-là, en tout cas ? Non, je saurais. Ouais, parce que je pense que ça me ramenait sur terre. Je respirais. Pour peut-être la seule fois dans ma semaine, j'utilisais mon corps comme quelque chose de bien, comme quelque chose de positif. Ça me permettait de déconnecter. Je respirais. Mais je pense que sur le moment, je m'en rendais pas vraiment compte. Juste, je me disais. Et moi, l'anxiété, ça s'est aussi traduit par... je suis devenue complètement obsédée par le temps, par le planning, j'avais une vie ultra carrée. Et dès que tu sortais de mon planning, dès que tu me faisais sortir de ça, je pouvais devenir dingue. Je pétais des câbles dans la rue parce que quelqu'un... avait 5 minutes de retard sur un rendez-vous, je pétais des câbles parce que quelqu'un m'avait dit quelque chose et qu'en fait c'était légèrement différent, ne serait-ce qu'on change le lieu de rendez-vous, je pouvais faire une crise dans la rue. Et je pense que le yoga m'apaisait sans vraiment que je m'en rende compte. Et un jour, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, visage pâle, tristesse totale dans le regard, il n'y a plus rien. Et là, encore une fois, cette intuition, je me dis non, il y a quelque chose de plus, il faut que je me reprenne en main. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de ce moment, cette lueur d'espoir qui montait à la surface. Je fonds en larmes pour la première fois en 1 an et demi. Donc ça veut dire que depuis l'accident, tu n'avais eu aucune émotion qui était ressortie. Rien. Anesthésie. Rien. Pas une seule larme. Pas rien du tout, tu vois. Même après l'accident, comme j'avais pas vraiment de douleur, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais eu pitié de ma situation, jamais. Et ce matin-là, je me regarde dans le miroir et là, je fonds en larmes. Vraiment, je pouvais plus me contrôler. Vraiment, ça a duré 10, 15, 20 minutes, je pourrais même pas te dire. Tout sort, tout ce que je retiens, ce mal-être, tout ce que je verrouillé par l'alimentation, par la colère, la frustration. Par du contrôle aussi, en fait. Du contrôle total. À fond, ouais. Total. Tout ressort à ce moment-là. Et là, au final, tu vois, je redeviens une petite fille. La première personne que j'appelle, c'est ma maman. Alors à qui j'avais pas parlé depuis quasi 1 an parce que, voilà, ma situation avait fait que j'avais un peu coupé les ponts avec ma famille. Je fonds en larmes et à partir de là, la renaissance. Petit à petit, reprendre contact avec les autres, continuer à faire du yoga, faire une thérapie. Honnêtement, la thérapie, le yoga a été un outil, mais la thérapie a quand même été la grande porte d'entrée. Et à partir de là, la renaissance et petit à petit, reprendre goût à la vie.
reprendre goût des petites choses, et c'est ça ce que j'entretiens aussi dans ma pratique de yoga, et c'est ça ce que le yoga me permet d'entretenir au quotidien, c'est apprécier les petites choses, apprécier un rayon de soleil, apprécier le bruit des oiseaux, apprécier ton corps qui respire, ton corps qui vibre. Et j'ai repris goût à ça, j'avais complètement oublié, j'avais plus aucun plaisir, je ressentais plus mon corps. Et voilà, et à partir de ça, une grande renaissance qui a mis à peu près 1 an. Et cette sensation d'être libérée, vraiment cette sensation de... Et quand tu dis que ce jour-là, en fait, t'as tout qui est remonté, en tout cas, tout qui est sorti aussi, qui a commencé à circuler finalement. Ça venait d'où, en fait? Ça venait du corps, ça venait de ton esprit, c'était les deux ensemble? Comment tu pourrais décrire justement ce moment-là? Je pense qu'il y a vraiment eu... Tu sais, en yoga, on dit que les yeux, c'est un peu le miroir de l'âme. Ouais. Et moi, c'est vraiment... Il y a eu ce contact avec mon reflet dans le miroir, où je me suis vraiment regardée dans le miroir. Avec honnêteté, en fait. Avec honnêteté, et plus de voile, plus de protection, plus de déni, en fait. J'ai ouvert les œillères, et je me suis vue de la façon dont tout le monde me voyait depuis 1 an, mais personne ne pouvait me dire. Et pour la première fois en 1 an et demi, je me suis vue pour de vrai. Et ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, mais comment t'as pu ne pas ouvrir les yeux avant? Comment t'as pu te laisser aller à ce point-là, t'oublier à ce point-là? Et je pense que c'est ça qui m'a tellement émue, c'est de me dire, mais comment t'as pu te faire autant de mal? Comment t'as pu te laisser tomber, en fait? Ouais. Parce que c'est vraiment une dépression ou un trouble anxieux qui prend des proportions incontrôlables, c'est je me laisse tomber, je m'oublie un peu. Je m'oublie, enfin je suis plus personne en fait, je m'efface. Ouais. Et pour la première fois, je me revoyais et ça m'a vraiment émue parce que, plus aucun filtre et de se voir comment t'es vraiment, quoi. Et je trouve que dans ces moments-là, quand finalement c'est le corps qui s'exprime et ses émotions qui se remettent à circuler, il y a un élan, comme tu dis, de compassion en fait pour soi. Ouais. C'est vraiment le mot, moi, que j'ai. C'est en fait, tu vois, il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui ou de conférences sur l'amour de soi, etc. Mais on peut le lire autant de fois qu'on veut, tant qu'on l'a pas vécu, en fait, avec vraiment nos ressentis dans notre corps. Et du genre, mais juste, il y a aussi une image qui me vient, c'est comment j'ai fait, en fait. Ouais. T'as vu ça aussi, pour te dire, mais comment j'ai fait, en fait, pour m'autoriser à vivre autant ces sensations-là, ces expériences-là, quoi. Ouais. Ouais, et comment j'ai pas vu ou comment j'ai pas voulu voir ce qui se passait vraiment. Est-ce que tu as eu des réponses justement par rapport à ça et lors de ta thérapie de ce qui s'est passé justement finalement pourquoi je suppose que c'est parce que le choc était tellement violent qu'il y a eu une sorte de dissociation en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, comment justement, quand tu dis la thérapie, que c'est quelque chose que tu recommandes, évidemment, qu'est-ce que tu en retiens et quel message tu voudrais faire passer justement à quelqu'un qui a peut-être vécu un choc comme le tien, mais j'aime rappeler aussi que y a des chocs où c'est pas obligatoirement un accident. Il y a des personnes qui peuvent aussi vivre ce genre d'état avec des séparations, avec des négligences familiales, avec la perte d'un être cher, avec un deuil. Donc toi, j'ai oublié ma question, mais qu'est-ce que j'ai sorti de cette thérapie? Quels outils? Pour moi, déjà, c'est accepter, et je pense que, je dirais pas que c'est l'erreur que j'ai faite, parce que c'est pas une erreur, c'était juste comment mon corps et mon mental a décidé de processer ça, mais j'ai voulu être superwoman. Enfin, tu vois, j'ai voulu tout passer direct à autre chose, et ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour une rupture, ça fonctionne pour un burn-out, ça fonctionne pour tous les traumatismes, où on va vouloir tourner la page directe. Pour moi, un conseil, c'est non. En fait, quand un deuil, un burn-out, un traumatisme, un accident, une séparation violente, prenez le temps, en fait. Prenez le temps de vivre ce qui s'est passé vraiment. On a le temps, en fait. On n'est pas obligé de fermer la page, on n'est pas obligé de clôturer le chapitre tout de suite. On peut s'autoriser à vivre ça pleinement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais cette urgence de vivre et du coup, j'ai voulu passer à autre chose tout de suite, ce qui, du coup, n'était pas la bonne solution parce que c'est revenu un boomerang des années plus tard et version x100. Et je pense que la thérapie peut t'autoriser à aller explorer des choses que tu n'irais pas explorer toi-même, même si j'ai fait énormément de travail moi-même, d'autoréflexion, mais il n'empêche qu'une thérapeute va savoir orienter ta réflexion et peut-être t'emmener dans des parties de toi dans lesquelles tu n'irais pas forcément chercher toi-même. Moi, c'est vrai que ce qui est sorti de cette thérapie, c'était que
j'avais aussi cette sensation que, tu sais, l'esprit humain, il faut trouver un coupable. Enfin, il se passe quelque chose, il faut un coupable. On m'a d'ailleurs beaucoup demandé après l'accident, mais est-ce qu'il va y avoir un procès, le chauffeur de bus, tu dois être tellement en colère contre lui. Non, honnêtement, ce mec pour moi c'est un anonyme, je sais même pas qui c'est. Et j'ai jamais su qui c'était. Et donc, mon mental, il a quand même voulu, à sa façon, fermer ce chapitre. Et donc, il a fallu trouver un coupable ou en tout cas une raison à cette situation. Et donc, la facilité pour mon mental à ce moment-là, c'était que c'était moi. C'était ma faute. Parce que pour mille et une raisons, que je me suis trompée de chemin et j'ai fait ce chemin-là, c'était pas mon chemin habituel. Et pourquoi j'ai fait ça? Et moi, j'étais obsédée par le pourquoi, en fait. Et j'ai eu aussi une culpabilité, une énorme culpabilité. Et le contrôle alimentaire de la nourriture, etc., c'était aussi une façon de me punir. Enfin, il y a plein de choses, bien sûr, qui est ressorti de ce stress post-traumatique. Mais il y avait cette culpabilité sur laquelle on a beaucoup travaillé en thérapie de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas ta faute, c'est la faute de personne. Et aujourd'hui, c'est même un de mes mantras, c'est tout ce qui doit se passer va se passer, tout ce qui doit arriver arrivera. T'es pas là pour changer le fil de ta vie, t'es pas là pour changer le cours de ta vie. T'es juste là pour accepter les choses que tu peux pas contrôler, te concentrer sur ce que toi tu peux contrôler, lâcher prise et avancer. Et je me souviens, ma toute dernière séance de thérapie, j'ai dit à la thérapeute, honnêtement, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce chemin que j'ai fait, tout ce que j'ai appris sur moi-même, si je pouvais revenir en arrière, le matin de l'accident, je referais exactement la même chose. Je reprendrais le même chemin où je me suis trompée. Je ferais la même pause. Ces dernières 30 secondes qui ont fait que j'ai eu cet accident, je referais tout pareil. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, bon, je pense que c'est tout dit. C'est trop bien. Ouais. Et justement, par rapport au yoga, oui. Qu'est-ce que c'est la philosophie du yoga en fait? Enfin déjà, le yoga pour toi c'est quoi? Souvent quand je discute avec une professeure de yoga, on me dit souvent que c'est plus qu'une pratique, c'est une philosophie de vie, une manière de vivre aussi. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Et encore plus, toujours en s'adressant aussi à des personnes qui vivent dans l'anxiété, qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Ouais. Alors pour moi, tout simplement, je dirais que le yoga c'est un outil. C'est un outil comme peut l'être la méditation, l'hypnose. C'est un outil. Dans ta boîte à outils qui est composée de toutes ces choses-là, le yoga, c'est un de ces outils-là. Je pense aussi que le yoga, c'est une expérience. C'est le yoga, tu vois, pour des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, parfois tu peux entendre, ouais, le yoga c'est une secte, le yoga c'est une religion. Pour moi, c'est rien de tout ça. Et le yoga, c'est pas non plus un sport. T'es pas là pour te dépenser, c'est une pratique qui est complètement à l'écart. Et pour moi, c'est une expérience. C'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qui peut transcender, c'est quelque chose qui peut faire remonter à la surface beaucoup de choses. Mais c'est un outil. Ça veut dire que tu dois utiliser le yoga pour te faire du bien. Ça veut dire que tu dois te mettre au service de toi-même, justement. Comme je le disais, parfois il y a des gens qui sont anxieux, qui ont du stress, qui sont en dépression, qui s'oublient complètement. Le yoga, c'est exactement le contraire. C'est s'aimer soi-même pour ensuite aimer la vie, aimer les autres. Mais ça commence par soi-même. Donc c'est entrer en relation aussi avec soi-même. Complètement. La définition un peu à l'origine du yoga, c'était la connexion entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je dirais plutôt une expérience, quelque chose qui te traverse, en tout cas quelque chose qui reconnecte ce qui a besoin d'être connecté et quelque chose qui t'autorise à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Tu vois, dans la vie de tous les jours, que ce soit des expériences traumatisantes ou même des petits tracas du quotidien, on va tout stocker. Et je suis convaincue qu'il y a même des personnes qui ressentent de l'anxiété ou qui font des dépressions ou qui se sentent mal, non pas à cause d'un événement traumatisant, mais c'est cette accumulation. Et moi, j'aime toujours la métaphore de l'oignon. Tu vois, notre corps, notre mental, notre cœur, c'est comme un oignon. On est à notre naissance, notre cœur, il est à vif, quoi. On a vécu aucune expérience, on n'a jamais été triste, on n'a jamais été blessé. Notre cœur, il est à vif. Ensuite, on va grandir, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. On va traverser des deuils, des séparations, des traumatismes. Et donc, ce cœur de l'oignon, on va venir ajouter des couches par-dessus.
Et si, en fait, tu fais pas le travail à un moment donné de libérer ses couches, d'ouvrir ses couches, tu t'arrives à 30 ans, à 40 ans, voire à 50 ans, en burn-out émotionnel, avec ce trop-plein. Et cette sensation de devoir remonter à des choses qui se sont passées quand tu étais encore enfant, parce que t'as jamais pris la peine de découvrir, de délester, de libérer. Et le yoga, pour moi, permet au quotidien de se libérer de ça, pour pas justement que tu arrives à un certain âge à l'explosion. Et donc, c'est vraiment ce truc, dès qu'il se passe un truc, je le vis et je m'en libère. Je vis ma tristesse à 100% et je m'en libère. T'as vraiment ça, cette espèce de fluidité en toi, que t'es pas en yoga, on n'est pas en mode c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on n'est jamais en colère, c'est pas parce que tu fais du yoga que t'es jamais triste. Enfin, moi parfois je suis ultra en colère, mais je vis mon émotion, je la laisse pas m'envahir et je la libère. Et c'est vraiment ça ce que j'essaye de transmettre, et je suis vraiment intimement convaincue que le yoga peut être un outil pour tout le monde. C'est revenir à ses émotions, les vivre et les libérer. Et ça, c'est hyper important, et ça me fait rire parce que pareil, moi, en tant que thérapeute, je ne suis pas censée parfois être peut-être anxieuse ou pas. Voilà, on est des personnes. Voilà. On est humain avant tout. Et il y a vraiment cette notion de, et c'est ce que je rappelle souvent en séance, de vivre l'émotion. Ouais. Et même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, même s'il faut se retrouver dans des états comme si on avait 5 ans, 6 ans, vivre cette émotion. Et en fait, une fois qu'on l'a vécue, cette émotion, et qu'on l'a traversée complètement, sans mettre de mots dessus, sans chercher à l'analyser, juste la vivre en fait, ça va en fait. C'est ça. Ça part. Et pas plus tard qu'hier, tu vois, j'étais hyper triste pour une raison, et je me mets à pleurer, je me dis mais Ariane, t'as 5 ans là. Ouais. Et je me dis bah tu sais quoi, c'est pas grave, vis cette émotion-là. Et juste après, j'étais là, je suis trop bien en fait. C'est ça. Et comment tu pourrais donner, cette vision de... Moi je vois le corps comme effectivement ce lien avec le cerveau, le corps, l'esprit, ces émotions qui nous traversent. Ouais. Et quand finalement il y a un événement qui peut être un peu traumatisant, ou un choc émotionnel, ou quelque chose de la vie de tous les jours, si on ne vit pas cette émotion, en fait, elle va comme se cristalliser dans le corps. C'est ça. Et après, là on peut aller plus loin sur le sujet, mais il y a des douleurs qui apparaissent. Donc c'est pour ça que je dis toujours, quand on vient me voir pour une douleur, il y a une bonne intention derrière, c'est une intention de protection. Ça veut dire que juste là, il y a quelque chose qui n'a pas circulé finalement. C'est ça. Et est-ce que... je sais que personnellement, comme je le disais dans l'intro de ce podcast, moi, le yoga où j'ai trouvé ça mais dingue, bon, pour toi, ça doit paraître effectivement normal, mais c'était vraiment de me dire, attends, je suis dans telle position et là, je ressens une tristesse mais dingue. Ou alors, je ressens un amour pour moi qui est dingue. Et tu vois, et c'est... je sais que c'est pas systématique, effectivement, quand on pratique le yoga, mais c'est quand même incroyable comme outil, en fait. Ouais. C'est vraiment le corps, c'est ta porte d'entrée. Et moi, je rappelle toujours dans mes cours, et c'est cette vision-là que j'ai, c'est que quand le corps s'ouvre, le mental s'ouvre, le cœur s'ouvre. Ça commence par le corps, mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, notamment les postures dont tu parles, en tout cas en yoga, on dit que c'est dans les hanches qu'on vient stocker énormément d'émotions, d'émotions refoulées ou d'émotions qu'on ne s'est pas autorisé à vivre. Et donc, effectivement, on peut retraverser cette colère, on peut retraverser cette tristesse pendant une posture de yoga. Et encore une fois, voilà, quand il y a des élèves qui sont émus, quand il y a des élèves qui pleurent, je dis, mais encore une fois, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dormait en toi, qui stagnait, qui remonte à la surface et que tu peux ensuite libérer. C'est assez impressionnant au début. Quand on commence à pleurer en yoga, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis pas venue ici pour souffrir. Mais au final, après, on a cette sensation de légèreté, de liberté, que je pense, que j'ai jamais retrouvée dans une autre pratique, que ce soit sportive, ou cette libération du corps et cette libération du mental qu'on peut vraiment trouver en yoga et qui est accessible, parce que, tu vois, une posture du pigeon, tu la tiens 5-10 minutes et c'est là où les choses vont commencer à se passer. Quand tu laisses plus d'autre choix, en fait, à ton mental que de se tourner vers l'intérieur, quand il n'y a plus autour de toi, quand il n'y a plus personne qu'il faut impressionner, quand tu n'as pas peur d'avoir honte, d'être embarrassé, quand tu obliges ton mental à se tourner vers l'intérieur, là, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui est parfois inconfortable, d'ailleurs. Complètement. Donc, c'est aller au-delà de cet inconfort. Ah bah oui, c'est ça. Aller au-delà. Et moi, ce que le yoga m'a appris aussi, c'est que quand tu es face à une émotion que tu n'aimes pas, parce que personne n'aime être triste, personne n'aime être en colère, personne n'aime être dans une situation inconfortable, dans une posture inconfortable, c'est que tu as deux choix, en fait.
t'es face à cette émotion, t'es face à cet inconfort. Soit tu fuis, soit tu la contournes, mais elle est toujours là, soit tu la traverses. Et donc, tu la traverses et tu autorises cette émotion à être en toi. Et c'est pas toi ou moi contre ma colère, contre ma tristesse, contre mon inconfort. C'est moi avec. Et je la laisse me traverser, je la laisse prendre tout l'espace en moi. Et quand elle a terminé, elle s'en va. C'est vraiment, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est s'autoriser à vivre quelque chose et avancer. C'est comme l'eau d'une rivière. Tu peux pas arrêter quelque chose. Ça continue de couler, ça continue. Donc tu libères et t'avances. Mais je voulais revenir juste sur ce que tu disais, sur vivre ses émotions à 100%. En yoga et dans plein d'autres pratiques, on revient souvent à l'enfant intérieur. Et moi, je trouve que un modèle, en tout cas, en tant qu'adulte, il faut qu'on observe plus les enfants. Vraiment, parce que les enfants, ils ont cette spontanéité, ils ont ce naturel et ils ont cette pureté, parce qu'ils n'ont pas éprouvé toutes les expériences de vie que nous, peut-être en tant qu'adultes, on a traversées. Ils sont pas encore trop conditionnés. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, un enfant, il connaît pas le sentiment de honte. Et ça, je trouve ça génial. Nous, en tant qu'adultes, on a tout le temps honte. J'ai honte d'être bizarre, j'ai honte d'avoir un truc, j'ai honte de danser bizarrement. Un enfant, il en a rien à faire. Et ça, je trouve que c'est le meilleur professeur. C'est que un enfant, il va hurler, tout le monde va l'observer. Il en a rien à faire. Ensuite, il va pleurer. Sa mère, elle essaie de le calmer. Tout le monde le regarde dans le jugement. Mais l'enfant, il en a rien à faire. Ouais. Il a envie de danser devant tout le monde. Il va le faire. Et ça, cette pureté, je trouve qu'elle est incroyable parce que tu regardes un enfant, en l'espace de 5 minutes, il va hurler, il va pleurer, il va être en colère. Et 30 secondes plus tard, il va danser, il va s'amuser avec un oiseau. Il a vécu toutes les émotions possibles en l'espace de 5 minutes. Et un enfant, il va pleurer toutes les larmes de son corps. Et 15 minutes plus tard, il se souviendra même plus pourquoi il a pleuré. Ouais. Parce qu'il a vécu l'émotion et il l'a laissé partir. Donc, je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est aussi tout simplement revenir à ça. Il y a des enfants partout autour de nous. Observer les enfants et essayer de revenir à cette personne, à cet enfant qu'on est, cette petite fille intérieure, ce petit garçon qui sait ce qu'il faut faire et qui, lui, a envie d'être triste et qui, lui, a envie d'être en colère et il faut l'écouter. Et qu'il y a peut-être encore des choses aussi à dire, quoi. Complètement. La dernière fois, j'entendais, c'est l'infiniment petit qui rejoint l'infiniment grand, quoi. C'est notre petit enfant intérieur et puis l'adulte qu'on est aujourd'hui, en train de revivre finalement les mêmes choses. C'est des choses qui n'ont pas été digérées ou évacuées, je ne sais pas trop comment le dire. Tu parlais de professeurs dans ton exemple. Est-ce que tu as eu des mentors sur ton chemin, justement, des personnes qui t'ont inspiré? Tout à l'heure, j'ai enregistré un autre podcast avec une autre personne qui me disait tout simplement qu'elle avait un mentor dans sa propre famille. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des personnes comme ça sur ton chemin de guérison, entre guillemets, qui t'ont guidé, qui t'ont inspiré, ou est-ce que tu en as encore aujourd'hui Ouais. Je pense que déjà, l'équipe de professeurs où je me suis formée dans l'école en Thaïlande de yoga, pour moi, c'est eux qui m'ont vraiment ouvert la porte de ce que le yoga pouvait vraiment m'apporter. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je connaissais le yoga un petit peu à l'occidental, où tu sais, à la parisienne, t'arrives, tu prends ton cours, tu pars et vite, je continue ma vie. Là, en Thaïlande, j'ai découvert vraiment le yoga et vraiment justement cette connexion qu'on peut avoir avec les émotions. Donc, je dirais que oui, toute l'équipe de professeurs dans cette école en Thaïlande, ça remonte déjà à il y a quelques années, mais pareil, je dirais que dans la vie de tous les jours, tout le monde peut être ton professeur. Tout le monde, tes amis, tes parents, ta sœur, ton amoureux, ton amoureuse, etc. Tout le monde peut, à sa manière, t'apprendre des choses sur la vie. Donc non, j'ai pas de gourou, j'ai pas quelqu'un que je suis comme une religion. Non, même la nature, c'est un super professeur. En hiver, apprendre à ralentir. Enfin, tout peut t'apprendre quelque chose si tu sais écouter et si tu sais faire attention à tous les petits détails. Observer, ouais. L'observation. Tu vois, je te disais tout à l'heure, observer les enfants. Ça peut être observer tes amis, observer ta mère, observer tes collègues, la façon dont eux ils réagissent. Enfin, toutes les relations humaines, en fait, au sens plus large du terme, ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et sur la vie, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une phrase qui me vient quand tu dis ça, c'est tout est information. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui me traverse l'esprit, c'est que j'ai l'impression que finalement la vie, c'est ton propre, c'est
c'est un peu... Ouais, c'est ton propre enseignant. Je sais pas trop comment le dire, mais en gros, tu vas vivre des choses qui vont forcément t'amener là où tu dois apprendre quelque chose de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu vas vivre une situation et tiens, cette situation, elle n'est pas là pour rien. Et en fait, limite, le travail, entre guillemets, va se faire naturellement. Ouais. Je sais pas, en ce moment, j'observe beaucoup et je me dis, tiens, mais il y a tellement d'informations et d'enseignements, en fait. Comme tu dis, bah voilà, en ce moment, on est bientôt en hiver. Ça nous demande quoi, là, en fait? Là, il faut qu'on aille, je crois, un petit peu se replier sur nous-mêmes ou rentrer un peu chez nous et puis regarder un petit peu ce qui s'est passé cette année, rentrer un petit peu dans une petite introspection. La nourriture change, les habits changent. Enfin, il y a tout un changement, en fait. Et du coup, ça demande juste de l'observation et de l'écoute. Complètement. Et se synchroniser avec ce qui se passe autour de soi et revenir à ce côté intuitif parce que on sait au fond de nous ce qui nous fait du bien, on sait ce qu'on doit faire. C'est juste que voilà, souvent la vie de tous les jours prend le dessus et on n'écoute pas cette petite voix intérieure. Mais effectivement, je pense que écouter son intuition, s'écouter soi-même, mais vraiment pas juste rester en superficie. Et toi justement, comment tu fais pour écouter cette intuition? Comment tu fais? Il y a plein de façons. Déjà, tu vois, moi, je commence tous mes cours et c'est aussi quelque chose qui est dans ma routine personnelle. C'est, tu vois, je me questionne beaucoup sur le ça va. Tu sais, tu revois quelqu'un pour la première fois ou la première fois, bonjour, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Même si ça va pas du tout, ouais, ça va. Ouais. Et en fait, c'est revenir à, comment ça va vraiment. Tu vois, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. Et se poser ne serait-ce qu'une fois dans la journée, mais en fait, comment je vais, moi? Parce qu'on passe notre journée à ok, comment ça va comment ça va... Et se poser comment ça va dans ma tête, comment ça va dans mon corps, comment ça va dans mon cœur. Et écouter cette petite voix, tu vois, en mode... Et accepter que, non, là, dans ma tête, ça va pas du tout, en fait. Il y a 1001 pensées, ça va dans tous les sens, je sais même pas quoi en faire. Dans mon cœur, ça va... Et donc, écouter cette petite voix, et ensuite pouvoir composer autour d'elle. Et l'intuition, c'est vraiment quelque chose où plus tu vas la travailler, plus tu vas l'entretenir, plus tu vas en avoir. Plus tu vas savoir ce qui est bon pour toi si tu commences à t'écouter. Tu vois, personne ne passe de je me suis jamais écoutée de ma vie à je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie pour aller bien. C'est vraiment entretenir, faire des choses qui te font plaisir, faire des choses parce que tu sens que tu en as besoin. Donc ça veut dire que dans ton quotidien, ou en tout cas dans ta philosophie de vie, c'est nourrir à chaque fois ce qui est bon pour toi, en fait. Ouais, complètement. Te connecter, en fait, à ton cœur tout le temps. Complètement. Et tu vois, dans la vie, il y a tellement de ressources, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'options. Pourquoi tu vas prendre des choses qui te font pas du bien? Moi, c'est vraiment la vie, il y a plein de villes, il y a plein de pays, il y a plein de personnes, il y a plein de jobs. Prends ce qui te fait du bien et laisse de côté ce qui n'a pas d'intérêt pour toi. On n'est pas des personnes où on doit cocher des cases à tout prix. Tout n'est pas fait pour nous, on est tous différents. Si quelque chose n'est pas fait pour toi, mais c'est pas grave, il y a 1000 autres choses qui te font du bien, donc fais ces choses-là, tu vois. Mais encore une fois, pour savoir ce qui te fait du bien, pour savoir ce qui n'a pas d'intérêt pour toi, il faut apprendre à s'écouter et à connecter avec soi-même, tu vois. Et aussi, je pense, passer à l'action. Ouais. Parce que tu peux pas savoir si t'aimes pas, tu peux pas savoir si ça te plaît ou pas. Complètement. Parce que l'introspection, effectivement, c'est bien, ça a du bon, mais aussi essayer, tenter, vivre en fait. Complètement. Les expériences. Complètement. Et moi, ce que je dis souvent aussi à mes élèves, c'est si personne d'autre que toi ne fait cette expérience-là de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton cœur en toi, mais personne peut savoir ce qu'il y a en toi à part toi-même, en fait. Donc, effectivement, comme tu dis, expérimente, teste. Moi, mon corps, je le considère comme un labo. Enfin, c'est un domaine d'expérimentation. Je teste des trucs, ça me fait du bien, je vais le faire. Ça a aucun intérêt pour moi, je vais pas le faire. Ça, j'aime pas. Mais pour ça, comme tu dis, il faut expérimenter, il faut tester et rester, comme tu disais tout à l'heure aussi, dans le superficiel. Parce qu'avec le yoga, on a beaucoup de clichés aussi par rapport à cette pratique. Ouais. Et j'aime bien rappeler que... parce que moi, en séance, je rappelle tout le temps qu'effectivement, c'est important de prendre connexion avec son corps. Oui. Et que le travail passe aussi par le corps. Donc, libérer la parole, oui. Travailler son mindset, oui. Mais il faut aussi que ça passe par le corps. Ouais. Donc... il y a différents types de yoga aussi, et j'aime bien rappeler aussi qu'il y a autant de yoga que de professeurs. Complètement. Et c'est sûr que, ne pas s'arrêter en tout cas sur un seul cours peut-être quand on essaye le yoga. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement aussi à donner
pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de yoga? Ouais, comme tu dis, tester. Expérimenter. Tu vois, t'as des pratiques ultra dynamiques, ultra intenses. T'as du yin, t'as du hatha. Maintenant, il y a toutes sortes de yoga qui mélangent 1001 pratiques. Trouver celle qui te correspond. Trouver là où le professeur qui te correspond. Trouver la pratique qui te correspond. Celle qui t'autorise à déconnecter. Celle où tu prends du plaisir aussi. Parce que, en fait, quand tu commences à prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, reconnecter, en fait, ça fait plaisir aussi. Enfin, tu vois, tu reprends goût à plein de choses, tu vois ton corps comme un vecteur pour nager, courir, enfin faire tout ce qui te fait du bien. Donc trouver une pratique qui te fait plaisir. Après, tout le reste, ça dépend de la personnalité de chacun. Est-ce que tu veux de la musique? Est-ce que tu veux pas de musique? Est-ce que tu veux transpirer? Est-ce que tu veux rester dans une pratique douce? Expérimenter. Vraiment tester. Et comme tu dis, ouais, pas s'arrêter au premier cours. Moi, pour l'anecdote, mon tout premier cours de yoga, c'était du coup 2015, juste après mon accident, on m'avait conseillé le yoga. Bon, 2015, le yoga à Paris, c'est vraiment pas ce que c'était aujourd'hui. Ah ouais, c'était comment? C'était pas la mode. Donc rien que ça, Je me suis retrouvée dans une salle, la seule salle du 11-12e à l'époque à Paris, moyenne d'âge 65 ans. Ah ouais. La prof, pareil, 65 ans. Bon, ok, moi je m'installe, j'avais mes mots de dos et tout. Je pense qu'après 3 minutes, je me suis endormie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est nul, c'est pas possible. Tu sais, c'était les vieilles salles clichés avec les posters des lotus un petit peu partout. Ouais. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais plus jamais, jamais, jamais. Et au final, après, j'ai plus refait de yoga pendant 6 mois et j'ai redécouvert le yoga, c'était le Jivamukti à Berlin. Donc pas s'arrêter sur sa première impression, mais c'est comme tout. Hein, on peut pas juger au premier abord. Donc après, voilà. Il y a un cliché aussi, moi, que j'entends souvent quand je dis, ouais, je fais du yoga, etc. C'est, ah ouais, mais c'est pas assez dynamique pour moi. Alors qu'il y a des yogas, mais carrément. Tu peux venir à mes cours. Mon Dieu, ouais. Tu peux venir à mes cours, crois-moi que ça va être dynamique. Mais encore une fois, ça dépend de l'approche. C'est vrai que moi, j'ai expérimenté dans mon propre corps plein de yoga. Et moi, j'ai besoin de rythme, et j'ai besoin de la pratique dynamique pour sortir de ma tête. Okay. Mais c'est ma propre approche et il y a des gens à qui ça parle et il y a des gens à qui ça parle pas. Mais en tout cas, moi, dans mon approche, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'emmener mon corps le plus loin possible. Dans le dépassement. Ouais, dans le dépassement ou en tout cas l'emmener assez loin pour que mon mental, il décroche, en fait. Ok. Mais après, voilà, il y a des pratiques douces qui sont très, très chouettes. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vision ou dans ta pratique du yoga depuis que tu l'enseignes? Je dirais que déjà forcément au début en tant que jeune prof t'es très scolaire quand même parce qu'en plus d'habitude on devient prof de yoga assez vite en un mois, quelque chose comme ça, donc on est très scolaire, on a un petit peu notre flow préécrit qu'on veut un petit peu enseigner comme ça. On est tous et toutes passés par là. Je pense que ce qui a le plus évolué, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une pratique à 100% intuitive. J'ai un flow très vague dans ma tête avant d'arriver dans la salle. Ouais. J'ai presque jamais de flow prédéfini. J'ai à peu près les postures que je veux faire dans ma tête. Et après, c'est de l'intuition totale, du freestyle total, parce que je vais m'adapter aux élèves, je vais m'adapter au mood de la journée. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Mais c'est quelque chose qui te vient sur le moment. Sur le moment, parce que tu as aussi emmagasiné un tas d'expériences, un tas de flow. Et bien sûr, il y a ça aussi. Il y a toute cette expérience qui m'autorise aujourd'hui à composer. Pour faire du freestyle, il faut avoir déjà tout rodé avant. Enfin, tu peux pas faire du freestyle si juste du freestyle. Donc, tu peux trouver l'intuition quand toi-même t'as rodé toutes tes postures, tes enchaînements, tes transitions. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a le plus changé, c'est ce côté intuitif, organique de la pratique. Je pense que c'est ce qui a le plus changé, ouais. Aujourd'hui, tu as créé ton studio de yoga donc à Marseille, qui est à côté de Castellane, si je me trompe pas. À côté de la place Castellane, ouais. Voilà. Donc, il y a un studio qui s'appelle Gaïa. Qu'est-ce que ça t'a appris justement ce projet, monter son propre studio? Est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'est venu naturellement à toi? Je sais qu'en off, on avait parlé toutes les deux de cette idée de flow et cette idée de, en fait, quand t'es au bon endroit et que c'est le bon moment pour toi, il y a ces choses qui viennent naturellement à toi et c'est tellement des sensations qui sont
ultra agréable. Ouais. Et je crois que c'est quand on cultive justement tout ce que tu as dit au long de ce podcast, cette énergie qui vient du cœur. Ouais. C'est-à-dire que je m'écoute, même si la société me dit que non, même si dans mon entourage ça se fait pas, je me fais confiance à ce truc. Et même si je me bute et même si ça marche pas, je sais qu'un jour ça marchera pour moi. Ouais, c'est ça. Complètement. J'ai ouvert Gaïa il y a maintenant presque 2 ans. En février, ça fera 2 ans. Ouais, ça faisait 2 ans et demi que j'étais prof de yoga. Le Covid était un petit peu passé par là. Et en toute transparence, je me suis rendu compte, après 2 ans et demi d'être prof de yoga, que cette vie... Bon, ensuite, il y a eu le Covid, donc en plus, j'étais nomade. Enfin, j'ai donné des cours au Maroc, j'ai donné des cours au Cambodge. Que cette vie, un petit peu... pas trop freestyle, mais cette vie me convenait pas à 100%. Que j'avais besoin d'ancrage, j'avais besoin de trouver des racines, j'avais besoin de me poser. Donc le studio, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement pour moi. Comme tu dis, c'est à partir du moment où je me suis dit je vais ouvrir un studio, toutes les portes se sont ouvertes pour moi pour me dire il faut que tu fasses ça. Dingue. Et donc en fait, à partir du moment, je me souviens, quand j'ai eu cette idée, j'avais pas honte, c'est pas de la honte, mais j'étais trop timide d'en parler parce que je me disais mais les gens ils vont me prendre pour une folle, c'est impossible que j'ouvre un studio en plus à Marseille il y a 2 ans, etc. Mais en fait l'univers, ou on peut l'appeler comme on veut, m'a tellement ouvert les portes et m'a dit mais si, regarde, on va t'aider que en fait j'ai eu besoin de faire aucun effort particulier. Ouais, c'est la loi du moindre effort. Ouais, j'ai embarqué et en un clignement de Dieu, j'ai ouvert les portes du studio et c'était fait quoi. Donc c'est trop chouette. Non, vraiment, c'est trop chouette. Et c'est vrai que, comme tu dis, parfois, moi, mon propre père était contre le yoga, il était pour le studio du yoga, mais il était contre la reconversion, il était contre le yoga. Mais parce qu'on n'a pas précisé ce que tu faisais justement avant le yoga, mais... Ouais, avant le yoga, j'étais chargée de com chez L'Oréal. Donc vraiment un monde à part. Et donc, donc la stabilité, l'ancrage, le salaire qui tombe tous les mois, voilà. Les CDI, les choses que les parents aiment plutôt bien d'habitude. Donc moi, voilà, j'ai tout envoyé valser. Donc mon père, vraiment, vraiment, vraiment pas content. Mais j'étais tellement, encore une fois, cette voix, cette intuition, je savais que c'est ce que je devais faire. Et tu l'as dit tout au début, et moi j'ai ressenti exactement ça, ça a vraiment résonné ce que tu as dit au début. C'est quand le yoga m'a ouvert les portes en mode mais en fait la guérison est possible, aller plus loin c'est possible, je vais pas rester dans ce mal-être toute ma vie. Ce jour-là je me suis dit je vais devenir prof de yoga, non pas pour être la meilleure prof du monde ou pour faire les postures les plus incroyables possibles, pour à mon échelle donner aux gens à travers le yoga ce que le yoga m'a donné à moi. Et tu vois, j'ai aucune récompense meilleure qu'une élève qui vient me voir à la fin du cours et qui me dit Anna, j'ai traversé un truc et j'ai pensé à toi et au yoga et ça m'a aidée. Enfin, il n'y a rien où j'ai plus de reconnaissance que ça. Enfin, tu vois, j'ai une maman en prénatal, elle m'a dit j'ai eu un accouchement, ça a duré des heures et des heures, j'en pouvais plus et je me rattachais au prénatal, tout ce qu'on avait fait, je me rattachais à ta voix, je me rattachais à ce que tu nous avais appris, le lâcher prise. Et là, je me suis dit, c'est ce que... La mission est remplie. La mission est remplie et je suis là où je devrais être. Trop bien. Et est-ce que, justement, tu te donnes des objectifs pour les prochaines années ou t'es dans le flow, en fait, t'es dans le mouvement, tu sais pas encore... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que quand je me fixe des objectifs, déjà moi je suis quelqu'un d'un petit peu, je vais un peu à droite à gauche, donc quand je me fixe des objectifs, c'est pas toujours ce qui marche, et quand j'en fixe pas, au final il y a une autre porte qui s'ouvre. Donc et j'aime bien cette idée de traverser la vie sans vraiment d'objectif, sans vraiment de but à atteindre, tu vois. C'est aussi ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est parfois il y a des élèves, elles viennent en cours de yoga, alors moi mon objectif c'est tenir Chaturanga à 15 secondes. Je dis oui, bon, d'accord, mais ça va pas se passer comme ça, en fait. C'est quand tu commences à te détacher de l'objectif, quand tu te détaches du but à atteindre, quand tu acceptes que, en fait, c'est l'instant présent qui compte. Ça sert à rien de se projeter dans 6 mois, 1 an. C'est là, aujourd'hui, qui compte. Bon, encore une fois, tu laisses couler et tu prends ce que tu peux prendre à l'instant T. Et c'est chouette de pas se poser, de pas se fixer d'objectif, de juste dérouler, quoi. Donc aujourd'hui, tu n'as plus du tout de troubles anxieux dans ton quotidien, de peur, ou alors si tu as ces peurs qui reviennent, comment tu les gères ? Écoute, j'ai la chance
de pouvoir dire que je me suis libérée de cette anxiété. Vraiment, ouais, non, je pense que je peux dire qu'elle fait plus partie de moi. Je pense que, comme tout traumatisme, elle est toujours là à l'intérieur de moi et j'essaie pas de la gommer, j'essaie pas de l'effacer. J'essaie juste de la canaliser. Tu vois, la dernière fois que je l'ai ressentie, c'était en mars 2020 pendant le Covid, où cette sensation d'être enfermée, je pense que moi, m'a créé de l'anxiété parce que ça m'a reprojeté à quand j'étais enfermée dans ma chambre d'hôpital. Donc, cette sensation d'être enfermée entre quatre murs. Donc, j'ai recommencé à sentir l'anxiété monter et tout de suite, ça s'est retraduit par je vais contrôler la nourriture. Mais avec toutes les thérapies que j'avais faites, grâce au yoga, grâce à tout le chemin que j'avais fait, j'ai senti que ça montait. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai dit « Aidez-moi, je recommence à contrôler la nourriture. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais elle est là. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas envie de replonger. » Et en fait, ça, c'est important de comprendre, c'est de se dire « en fait, tu coupe le courant avant que ce soit trop tard. » Enfin, tu vois, j'ai senti que ça montait, que tous mes petits mécanismes se remettaient en place. L'isolement, l'alimentation contrôlée, tout ça, ça se remettait en place. Warning, warning, warning. Je prends soin de moi, je me mets au service de moi-même. Je dois faire ce que j'avais pas fait il y a 2 ans. Je prends mon téléphone. Et c'est vrai que c'est énorme ce que tu dis parce que quand on est justement dans ces mécanismes, c'est des stratégies qu'on met naturellement en place pour se protéger de ce qu'on ressent. Donc, ça va être effectivement le repli sur soi-même et bien d'autres choses. Et tu dis effectivement, tout de suite, tu as appelé quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper important de le dire parce que juste de demander de l'aide, en fait. Et parfois, on a peut-être un ego mal placé. Complètement. Où on se dit, non, mais de toute façon, on est fort. C'est pas ça qui va... C'est pas ce genre d'événement. J'ai tellement vécu plus que c'est pas ça qui va... Mais juste parfois, juste de poser les armes, en fait, de poser les armures et de dire, non, là, stop, j'ai besoin d'aide. Ouais. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Complètement. Et je pense qu'il y a toute une responsabilité d'en parler et de rendre en fait l'anxiété, le stress post-traumatique, enfin tout ce qu'on peut vivre émotionnellement, ne pas le rendre tabou en fait. C'est pas une honte. Il y a aucune honte à ressentir de l'anxiété. Il y a aucun tabou. Et au contraire, plus tu vas le rendre tabou, plus tu vas t'isoler et plus ça va te manger en fait. Et en plus, souvent quand tu commences à t'adresser à des personnes, tout le monde va te dire mais moi aussi, il m'est arrivé ça et ça et ça et ça. Et donc en fait, à travers la parole, à travers la communication, tu vas commencer à connecter avec des personnes qui vont t'aider aussi. Et je pense que en tout cas moi, pendant ma dépression et quand t'es anxieux, tu te sens seul. Et t'as l'impression que t'es la seule personne du monde à ressentir ce que tu ressens. Et que, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi et à personne d'autre ? Et en fait, ça arrive à beaucoup, beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Mais voilà, tout le monde le garde pour soi parce que c'est tabou. Donc, dès le moment où les gens commencent à prendre la parole, à dire « mais tu sais, moi, il m'est arrivé ça », et avec ces outils-là, le yoga, la méditation, les voyages, peu importe, chacun trouve sa médecine, et j'ai réussi à aller mieux. Et du coup, ça donne aussi du baume au cœur à la personne. Tu vois, si elle a réussi à s'en sortir, moi, c'est pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment un message que je voulais faire passer, c'est rien n'est une fatalité, en fait. Rien n'est final. Tu peux toujours chercher la lumière dans l'obscurité, tu peux chercher le calme pendant l'orage, tu peux chercher le confort dans l'inconfort. Tu peux trouver. Et après, tu t'accroches à ce tout petit truc et tu remontes. Ouais. Et quand tu disais, par exemple, tout à l'heure, quand tu t'es retrouvée dans cette chambre d'hôpital à ne pouvoir que regarder dehors, finalement, j'ai l'impression aussi, donc là, on va peut-être partir dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel ou philosophique, mais que parfois, en fait, la vie te demande juste d'arrêter. Ouais. Donc, va y avoir ce choc, va y avoir cet accident, va y avoir ce moment de vie où, de toute façon, en fait, ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus. Ouais, aussi. Et accepter que après un trauma, quel qu'il soit, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Ouais. Et ça, c'est un grand travail d'acceptation, je pense. C'est comme un deuil, en fait. C'est comme un deuil, ouais. Ça peut être un deuil de son corps physique, ça peut être un deuil d'une relation, ça peut être un deuil d'un job qu'on adorait, etc. Mais c'est vraiment accepter, ok, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Ça veut pas forcément dire que ce sera mieux, ce sera pas moins bien, ce sera juste différent. Et accepter.
Et après, c'est vrai que c'est la vie, de toute façon, sans cesse, j'ai l'impression, te demande aussi de te renouveler, en fait, et de vivre quelque chose de... Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, cet instant présent, c'est dont on parle beaucoup, en fait. Ouais. Parce que finalement, t'es là quand t'es là maintenant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, ouais. Et pour moi, tu vois, quand on te dit toujours « vis dans l'instant présent », c'est que beaucoup de personnes vivent, même de mon entourage, vivent dans le passé. Ah, je regrette. C'est le fameux « et si ». Et si j'avais accepté ce job? Et si j'avais répondu à ce mec? Et si, et si, et si? Donc tu vis dans une projection du passé, parce que si ça se trouve, ça n'aurait pas rapporté une situation beaucoup mieux de ce que... Mais bon, tu aimes entretenir ce passé qui du coup n'aura jamais existé, ou alors tu vis dans des souvenirs, tu vis dans la nostalgie. Et après, tu vis dans une projection du futur. Oh, mon Dieu, dans 2 ans, comment je vais faire financièrement? Et dans 2 ans, comment je vais faire? Où est-ce que je vais vivre? Attends. Du coup, tu vis dans le passé, tu vis dans le futur. Mais là, juste aujourd'hui, il n'y a personne, en fait. Ouais. Et ça paraît tout simple à dire comme ça. Et c'est pas si difficile que ça. Mais c'est se dire... Ok, c'est pas grave. Le futur, il n'existe pas encore. Le passé, il est passé. J'ai plus aucun impact sur ces choses-là. Concentre-toi sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui se passe autour de toi, sur la personne qui est en face de toi. Et ça te ramène aussi vraiment les pieds sur terre, tu vois. Enfin... Est-ce que tu as des tips concrets, justement, quand... pour une personne qui soit dans le passé à ruminer, parce qu'on appelle ça la rumination, soit trop dans le futur et donc qui crée cette anxiété de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et qui est en train de le créer dans son mental. Ouais. Comment déjà, on revient à maintenant, en fait? Je pense reprendre le plaisir des petites choses. Observer ce qui se passe autour de soi et vraiment entretenir cette gratitude pour l'instant présent. Enfin, tu vois, tu t'installes en terrasse. Je suis reconnaissant pour ce café que je suis en train de boire. Je suis reconnaissant pour le rayon de soleil. S'il pleut, je suis reconnaissante pour la pluie parce que ça va nourrir la nature, etc. Je pense que si tu reviens aux gratitudes des toutes petites choses autour de toi, déjà, tu te sens mieux. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière. Ok, je suis là, je suis présente, je suis en bonne santé, je bois mon thé, il y a du soleil. Bon, tout va pas si mal. Et après, pour le futur, c'est vraiment challenger son mental, en fait, de se dire... Déjà, souvent, les projections que l'on se fait du futur, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus grave que ce qui se passe réellement. Et en fait, c'est faire ce travail de se dire, OK, ça n'existe pas. En revanche, là, moi, j'existe vraiment. Mais c'est... Pour moi, tu vois, le yoga aussi, c'est un travail du corps, mais c'est aussi apprendre à son mental. C'est pas inné de faire des choses comme ça. Parce que la société, nos expériences de vie ont fait que, voilà, maintenant, on vit beaucoup, beaucoup dans notre tête. Et en fait, c'est réapprendre à notre mental de lâcher prise. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Mais c'est comme l'intuition. C'est plus tu le fais, plus ce sera facile de le faire. Au début, ça paraît impossible. Et après, au fur et à mesure du temps, tu te dis, ah tiens, je pense beaucoup moins à moi dans 3 ans, à mon boss dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tu penses beaucoup moins. Mais c'est vraiment une autre vie, en fait. Complètement. C'est vraiment une autre vie, en fait, parce que, comme tu reprenais l'exemple de cet oignon où on retire des couches, c'est-à-dire que finalement, pendant tant d'années, tu as vécu avec cette vision de la vie qui est comme ci, comme ça, etc. Et puis, tu as retiré tes couches, et puis en fait, tu es en train de te dire, juste... Là, je prends ce que j'ai et je suis contente de ce que j'ai. Et donc, c'est quand même une autre vie que ce qu'on nous vend à longueur de la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense aussi avec les médias, avec ce qui se passe dans le monde, et enfin, pas avec les médias, avec les réseaux sociaux, je voulais dire. Et ce truc de zapping, ce truc aussi d'immédiateté. Je sais que moi, avec le mot, par exemple, hypnose en séance, on veut des résultats tout de suite. Ouais. Ouh là là, je suis pas une magicienne. Il y a des choses qui peuvent switcher très rapidement et d'autres choses qui prennent du temps. Ouais. Et en fait, on est comme... on n'a plus envie que les choses prennent du temps. On n'a plus envie de tout ce process, de tout cet effort. En fait, on veut du rapide. Et même notre mental est donc à l'image des réseaux sociaux, en fait. Donc, il est dans tous les sens. Et c'est vrai que le yoga, ou en tout cas toute pratique, et en particulier le yoga, mais c'est je reviens dans mon corps et dans chacune de mes sensations. Et est-ce que tu aurais une respiration de base à partager pour quelqu'un qui ressent justement un petit peu d'anxiété? Ouais, bien sûr. Pour moi, ma respiration préférée,
Et dès que je ressens moi-même, tu vois, cette sensation de blocage dans ma poitrine ou que je sens qu'il y a quelque chose que je peux pas digérer émotionnellement, la respiration carrée. C'est la plus simple pour moi. Tu vois, je pourrais te dire Nadi Shodhana, etc., etc. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, ça va pas du tout lui parler. Alors que la respiration carrée, tout le monde peut la faire. Un enfant, une personne âgée, tout le monde peut le faire. C'est très simple. Tu inspires sur 4 temps. Tu retiens ton souffle 4. Tu expires 4. Tu retiens 4. Et tu fais ça à l'infini. Tu peux faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et c'est super simple. Tu fermes les yeux, tu comptes à 4, t'inspires, tu bloques, 4 secondes. Carré. Donc, ça enchaîne, ça enchaîne. Tout doucement, la cohérence cardiaque va se mettre en place et toutes les pensées vont s'envoler. Tu peux faire ça, si tu as le temps, 3 minutes. Si tu as plus de temps, 10 minutes. Et ça va instantanément apaiser le mental. C'est dingue. Ouais, et c'est vraiment facile. Trop bien. L'épisode touche à sa fin. Ouais. Est-ce que tu aurais une citation, en tout cas, à nous partager ou un mantra qui te guide dans ta vie? Ouais. Moi, la citation que j'ai en tête, c'est le bonheur, c'est continuer à vouloir ce qu'on a déjà. Ouais, trop beau. Ouais, j'adore. Je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps avec mon copain et on s'est regardé genre, mais c'est tellement ça. C'est dingue. C'est vraiment ça, ouais. Et j'ai autre chose qui me vient aussi par rapport à ton ancien toi qui était effectivement hyper anxieux, où tu disais que toi aussi tu te détestais, un mauvais rapport aussi par rapport à ton corps, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette Anna-là d'il y a 10 ans en fait? Ah là là. Je lui dirais... Qu'est-ce que je lui dirais? C'est une bonne question, ça. Parce que je me rappelle en off que tu m'avais dit, et ça m'avait marqué, que tu ne supportais pas les personnes qui pouvaient se détester ou être... Ouais, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, ou en tout cas les personnes qui émettent sur elles-mêmes des micro-critiques, tu vois, et qui ont des mots très très durs et le poids des mots. C'est vrai quand quelqu'un me dit « je me dégoûte », c'est tellement fort et c'est tellement violent pour moi. Ou alors « mon Dieu, mais j'ai trop mangé, j'ai envie de me faire vomir, je me dégoûte », c'est vraiment violent. Donc ouais, c'est vrai que le poids des mots, le poids des mots est vraiment vraiment important. Après moi, je pense que si je pouvais me parler il y a 10 ans, je dirais à cette personne, à ce moi, il va se passer des choses, il va se passer tout un tas de choses très difficiles pour toi, mais perds pas espoir. Continue ton chemin, et à un moment tout fera sens. Parce que c'est vrai que parfois, on est un peu enterré dans son mal-être, dans son truc, et on voit plus trop la lueur. Et des années, des mois plus tard, quand on arrive à en sortir et qu'on voit un peu en anglaise, la big picture, quoi, le tableau en entier, on se dit, ok, mais je comprends en fait. C'était une pièce du puzzle, c'était la pièce manquante ou c'était ce truc. Donc ouais, je pense que je lui dirais ça. Un jour, tout fera sens. Trop bien. Est-ce que tu as comme je te l'ai posé déjà dans l'épisode, mais est-ce que tu as une personne qui t'inspire en ce moment ou une envie, je sais pas, un projet Une personne qui m'inspire en ce moment, non, tiens, c'est une bonne question ça. Je lis, je feuillette un peu peut-être que tu connais, c'est un Anglais ou un Américain qui s'appelle Jay Shetty. Non, il est un peu devenu la star des réseaux sociaux, mais bon, mis à part ça, il a une histoire ultra inspirante. C'est un mec il est parti, donc il avait fait Oxford ou une grande école. Il est parti en Inde, je crois. Bon bref, en tout cas, il est devenu moine bouddhiste pendant je sais pas, plusieurs années. Il s'est rasé le crâne, enfin vraiment déconnecté de la réalité, enfin en tout cas de la société plutôt. Et donc, il a pris tout cet apprentissage des moines. Et un jour, le moine lui a dit, écoute, Jay, maintenant, tu vas retourner aux États-Unis ou en Angleterre et ta mission ici dans ce monastère est terminée. Tu vas revenir à la vraie vie, à la société, quoi. Et tu vas, à ton échelle, essayer de transmettre la philosophie bouddhiste aux Occidentaux, quoi. Et donc, en fait, le mec est devenu une superstar. Maintenant, il est pote avec toutes les superstars américaines. Mais du coup, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va vulgariser, en tout cas, il va rendre ultra accessible la philosophie bouddhiste, le yoga, la méditation, comment lui, ça l'a aidé. Et ça, j'aime bien, tu vois, les gens qui, du coup, se prennent pas parce que
tu vois, souvent, les gens peuvent se sentir un peu pris de haut, genre, ah oui, mais moi, j'ai les solutions, moi, j'ai les clés. Et lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il est ultra... il est à ton niveau, tu vois. Il va t'expliquer les choses. Donc, ouais, j'aime bien feuilleter ses livres, j'aime bien écouter. Il fait des podcasts, il fait des vidéos YouTube. Il est assez inspirant, ouais. J'aime bien une citation, enfin, c'est pas une citation, mais tu sais, quand on commence un peu à s'ouvrir à la spiritualité dans la vie, souvent, on va sortir le Palo Santo, on va sortir, tu vois, tous ces clichés. Mais c'est bien au-delà, en fait. C'est vraiment au quotidien, en fait, la spiritualité. Et moi, je dirais que même, c'est notre expérience est spirituelle. Complètement. Et pour revenir une dernière fois sur le yoga, c'est que vraiment, je souligne, le yoga, c'est pas 1 heure que tu passes sur ton tapis. Si tu arrives à entretenir l'état d'esprit yoga, tu fais du yoga 24 heures sur 24, en fait. Faire du yoga, c'est rester calme quand il y a une situation qui te dérange autour de toi. Faire du yoga, c'est vivre une émotion. Faire du yoga, c'est être bienveillant envers soi-même, c'est ne pas culpabiliser. Donc, en fait, c'est respirer, tout simplement. Tu respires, tu fais du yoga. Donc ouais, faire du yoga, tu peux en faire 24 heures sur 24, quoi. Tu vis yoga. Ouais, c'est ça. Puisque j'interviewe principalement des personnes sur la région de Marseille. Ouais. Déjà, ton studio, on le retrouve à quelle adresse, précisément? Alors, c'est au 4 rue Falck, juste à côté de la Place Castellane. Ok. Et les cours qui sont proposés, est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de yoga ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, on propose plusieurs cours, principalement du vinyasa quand même. Mais on a aussi des cours de yin, des cours de ashtanga, du pilate aussi, du yin to yin, qui est un mix de vinyasa et yin. Donc on essaye de diversifier les pratiques pour que justement tout le monde puisse y trouver quelque chose. Génial. Ouais. Pour te retrouver sur les réseaux. Ouais, et bah le compte Instagram du studio, Gaïa Yoga Marseille. Ok, génial. Voilà. Après, tes bonnes adresses à toi, à Marseille, parce que moi j'adore cette ville, je trouve qu'elle est dingue. Je pense que quand on vit à Marseille, on n'a pas trop le choix que de l'aimer, cette ville. Ça. Et elle est, en fait, cette ville, elle est quand même assez chaotique. Ouais. Et assez intense. Et j'ai l'impression, c'est soit tu l'adores, soit tu la détestes, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de juste milieu avec Marseille. Et je trouve que c'est une des villes en France où il y a encore une âme, quoi. Ouais. Il y a encore des... tu vois, il y a cet accent, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Et c'est pas aseptisé comme beaucoup de villes avec les mêmes enseignes partout. C'est brut pour moi. Ouais, c'est brut, ouais. C'est une ville très brute. Et on retrouve... Enfin, je sais pas, je vis dans un quartier où tu peux fumer chez le coiffeur, tu peux... tu vois, enfin, il y a des scènes, mais tu te dis, il y a qu'à Marseille, en fait, que ça existe encore. Et on parlait de choses qui sont aseptisées tout à l'heure en début de podcast. Moi, je trouve que c'est une ville où justement on peut vivre ses émotions en tout cas. Ah oui, Marseille. complètement. Ça, c'est sûr. C'est un peu trop même. Ouais, complètement. Est-ce que tu as un endroit préféré pour te baigner à Marseille? Ouais, moi, c'est la plage du Prophète. Ah ouais? Ouais, j'adore cette C'est vrai qu'elle est incroyable. J'ai réappris à l'aimer parce qu'avant, je l'aimais pas du tout. Ouais. Cet été, mais je trouvais l'eau magnifique. C'est trop beau, j'aime trop le coucher de soleil, quand ils commencent à installer les terrains de volley, j'adore. C'est dingue. Ton endroit préféré pour randonner à Marseille? Les Goudes. Marseille vert, le pas de la demi-lune. Trop beau quand tu passes là dans ce creux du rocher, magnifique. Une adresse pour bruncher? Franchement, je vais te dire à la maison. Je fais presque pas de brunch à Marseille. Okay. Ma petite habitude, c'est café chez Pétrin Couchette et je rentre à la maison et brunch maison. D'accord. Pour dîner alors? Ouais, pour dîner, Catherine. Notre-Dame-du-Mont, Catherine, c'est génial. Je connais pas. Ah ouais, c'est trop bien. Catherine, ça s'appelle Catherine. Ouais, comme le prénom, sans le H. Okay. Juste à côté du métro. Et c'est des petites assiettes à partager, un peu fusion. C'est génial. Trop bien. Et pour boire un verre? Ah ouais, pour boire un verre, peut-être... allez, je bois plus trop d'alcool en ce moment, mais fut un temps Sarment. J'aime bien l'endroit. Ouais, c'est super sympa. J'aime bien. C'est super bon. Écoute, merci en tout cas de t'être livrée sur ce podcast. C'était trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as l'impression que tu n'as pas eu le temps de le dire ou que tu voudrais ajouter? Écoute, non. Testez le yoga. Faites-vous du bien. Non, mais... Dans un contexte actuel où il y a beaucoup de choses qui vont mal, prendre soin de soi, c'est pas un luxe. Prenez soin de vous pour pouvoir ensuite créer de l'espace pour faire du bien aux autres.
On peut pas faire du bien aux autres si soi-même on va pas bien. Ouais, donc prendre soin de soi, c'est altruiste. Ouais, complètement. Ok, merci beaucoup Anne. Merci Ariane. À bientôt. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Moi, c'était un vrai plaisir de le préparer, de l'enregistrer. Et n'hésitez pas aussi à laisser un avis. Ça pourrait énormément m'aider. Un grand merci, merci, merci. Et à très vite.